Vous savez, ce qui construit l'estime de soi, c'est d'abord, quand je suis un petit enfant, de recevoir ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Est-ce que mes parents, ou la famille dans laquelle je vivais, m'ont fait évoluer dans ce bain d'amour inconditionnel qui est ce sentiment que j'ai qu'on m'aime, même si je suis polisson, même si j'ai des mauvaises notes à l'école et que je peux prendre des risques, on ne me punira pas d'avoir échoué. On accepte que je fasse des choses, que je tente. Ça, c'est un socle très important à l'estime de soi, mais après il y a tous les aspects éducatifs aussi. C'est est-ce que mes parents valorisaient mes réussites, est-ce qu'ils me critiquaient toujours quand j'échouais, ou au contraire, est-ce qu'ils étaient compréhensifs envers mes échecs? Et le troisième point très important, c'est comment mes parents se comportaient eux-mêmes. Est-ce qu'ils étaient toujours dans le doute, dans l'inquiétude de ce que vont penser les voisins, du jugement social? Est-ce qu'ils avaient peur d'agir? Lorsqu'on a commencé à travailler sur l'estime de soi, c'était dans les années 60, à peu près 60-70, donc ça fait un petit moment maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait quand même en gros deux sortes de personnes. Les personnes à haute estime d'elles-mêmes, qui avaient une idée positive, par exemple quand on leur demandait de dire quelles étaient leurs qualités, elles y arrivaient. Elles arrivaient à dire, moi je suis entreprenant, plutôt courageux, franc, etc. Quand vous demandiez à des personnes à basse estime de soi quelles sont vos qualités, c'était la catastrophe, ça les gênait d'en parler, ou chaque fois qu'elle trouvait une qualité, elle disait oui, je suis plutôt franc, mais parfois je m'y prends mal, je me fâche avec les gens, oui, j'ai de l'énergie, mais parfois je fais des bêtises à cause de cette énergie. C'est-à-dire, au fond, une des différences entre les haute et les basses estimes de soi, c'est le fait d'accepter, de voir les côtés positifs chez soi, le fait d'oser agir, de ne pas avoir peur de l'échec. Les personnes à haute estime de soi agissent plus facilement parce qu'elles ont intégré qu'au fond, échouer, c'était normal. Quand on agissait, il y avait un certain nombre de fois où on échouait. Alors que lorsqu'on a une basse estime de soi, on a très peur de l'échec parce qu'on pense qu'il va provoquer un jugement négatif sur nous. Et on s'identifie à cet échec, comme vous le disiez, c'est-à-dire on a l'impression qu'échouer, c'est être nul. Qu'échouer, c'est ne plus avoir d'avenir. On peut aussi, si on connaît trop d'échecs scolaires, trop d'échecs professionnels à répétition, finalement être ébranlé et se replier. Et après, il y a une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire moins j'ai confiance en moi, moins j'ose aller vers les autres et moins j'ose tenter de choses, et moins je vais vers les autres et moins je tente, évidemment, moins j'ai réussi, moins j'ai confiance, etc. Vous savez, notamment dans ces problèmes d'estime de soi, il y a tout un discours intérieur que nous nous tenons sans nous en rendre compte. C'est comme une espèce de petite tisane, de petite infusion permanente. C'est tu n'y arriveras pas, n'essaie pas, laisse tomber, tu as encore été idiot, vaut mieux te taire la prochaine fois. Toutes ces petites paroles négatives qu'on se dit à soi-même sans s'en rendre compte souvent. C'est comme une espèce de radio, là, imaginez une radio critique à bas bruit là, dans votre cuisine qui en permanence toute la journée vous dit t'es nul, n'essaie pas, tu n'y arriveras pas, tout le monde se fiche de toi, reste dans ton coin, c'est la meilleure façon, fais-toi oublier. Si vous êtes intoxiqué par ce genre de radio toute la journée, ça va finir par vous marquer. Et beaucoup d'entre nous fonctionnent comme ça, se dévalorisent sans cesse. L'approche cognitive travaille sur ces pensées automatiques. J'ai l'impression, quand je suis dans une soirée, que je suis le plus bête, le moins cultivé, celui dont le cerveau est le plus lent, celui qui intéresse le moins de monde. Alors ça, tout le monde a pu avoir cette impression. Parfois, c'est totalement absurde, c'est pas du tout vrai. Et parfois, c'est vrai, on est entouré de gens plus intéressants et intelligents que nous. Et alors ? Pourquoi ne pas s'en réjouir, se dire, oui, je sais bien que sur Terre, il y a plein de gens plus intelligents, et là, manque de chance, il y en a plein autour de moi. Je vais me réjouir, je vais les écouter, dire des choses intelligentes. Je n'ai pas besoin de me dévaloriser pour autant. C'est ça l'erreur, vous voyez, des problèmes d'estime de soi. Dès que je vois quelque chose qui me paraît admirable, je m'enfonce au lieu de me réjouir. La bonne estime de soi, ça n'est pas le narcissisme, se penser magnifique, supérieur aux autres, c'est pas du nombrilisme. Et au contraire, ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsque les gens progressent en matière d'estime de soi, ça aboutit plutôt à un oubli de soi. On a souvent une mauvaise lecture de l'humilité. L'humilité, c'est pas se rabaisser, c'est simplement se dire, je ne suis ni supérieur, ni inférieur aux autres, je suis l'égal des autres humains. Il y a une fraternité entre nous, je n'ai pas à chercher, parce que je doute de moi, à les dominer. Je dois juste être à ma place au milieu de mes frères et mes sœurs humains, et on va partager. C'est ça l'humilité, c'est pas vouloir toujours se rabaisser, ça c'est du masochisme, ou c'est autre chose encore. En matière d'estime de soi, c'est souvent nous le vrai problème, ce n'est pas les autres, ce n'est pas le jugement des autres, c'est nous. On est souvent trop sévère, il y a une sorte de perfectionnisme dans les maladies de l'estime de soi qui font que les gens ont des exigences vis-à-vis d'eux
tyrannique, inconcevable. Et on leur dit souvent en thérapie, il faut que vous soyez votre ami. Ne cherchez pas à vous adorer, à vous aduler. Respectez-vous comme vous respectez simplement un ami. Ne vous mettez pas toutes ces pressions. C'est ça le péché d'orgueil. C'est vouloir se dire finalement, je dois pouvoir être parfait. Et refuser de s'accepter imparfait, comme on est tous imparfaits, c'est souvent refuser d'agir et refuser d'être soi-même. La perfection, c'est une défense, c'est une protection. N'agir qu'à coup sûr. Beaucoup de gens aimeraient ne pouvoir agir qu'à coup sûr. Des jeunes garçons qui sont amoureux d'une fille rêveraient qu'à chaque fois qu'ils vont vers la fille qui leur plaît, elles leur disent oui, mais c'est pas comme ça dans la vie. Parfois on nous dit non, et c'est normal. Donc si je ne veux agir qu'à coup sûr, de façon parfaite, je vais avoir beaucoup de soucis et je vais souvent renoncer à agir. C'est ça le pire. On est dans une société qui met des pressions terribles sur l'apparence, sur la performance, sur la possession de biens matériels, au travers des publicités, au travers de tout ce qui nous imprègne. Et ça fragilise nos estimes de nous-mêmes. Ça nous fait croire qu'on est quelqu'un de bien, que si on a tel statut, tel outil de statut social, ça nous fait croire qu'on est quelqu'un de bien, que si on a les dents blanches et droites, si on a tel ou tel type de vêtements, ça nous fait croire qu'on est quelqu'un de bien, que si finalement on est performant, c'est-à-dire si on a un métier brillant, si on attire les autres vers nous, c'est des mensonges, c'est la folie comparative. C'est la folie comparative. Prenons l'exemple de l'apparence physique. Autrefois, d'abord, il y avait moins de miroirs et moins d'images qu'aujourd'hui. C'est-à-dire le miroir n'arrive dans les maisons, chez tout le monde, qu'au XIXe siècle. Donc avant, il n'y avait pas de photos, pas de miroirs, donc bon, je m'apercevais vaguement dans un reflet de la mare ou sur des vieux miroirs en zinc. Bon. D'autre part, donc déjà, j'avais moins la pression sur mon image. D'autre part, avec qui je me comparais? Je me comparais avec les gens qui y a autour de moi, c'est-à-dire mes frères, mes sœurs, mes parents, mes cousins, mes voisins. Avec un peu de chance, j'étais en gros dans la moyenne. Aujourd'hui, je peux voir ma tête partout, et à cause des miroirs, des photos, des vidéos, et surtout, je vais me comparer avec qui? Avec les pin-up qui est à l'arrière des autobus, sur les abribus, sur les premières pages des magazines, avec les gens de la télé qui sont maquillés. Là, en nous faisant cette émission, on nous a maquillés pour qu'on paraisse plus beau. C'est pas sympa pour les gens qui regardent. Alors, on a tous l'air contents, bonne mine et tout. Vous avez quasiment la même tête en nature. Mais on est maquillés, donc tout ça, toutes ces comparaisons qui nous sont offertes par les médias font qu'on est plus insatisfait de nous. Vous savez, on fait de plus en plus d'études actuellement en psychologie sur, par exemple, les bénéfices de la foi, les bénéfices pour les personnes qui sont croyantes, quel que soit leur système de croyance, d'une dose de croyance médiane d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu que ce qui était bon pour le psychisme et bon pour la santé aussi, c'était d'avoir une foi intermédiaire, c'est-à-dire les personnes qui ont une foi trop raide, trop rigide, dans laquelle ils s'enclavent comme ça, ils se rigidifient, c'est pas si bon que ça. Et ceux qui n'ont aucune foi, c'est très compliqué, très angoissant, très insécurisant, très problématique aussi pour des tas d'autres aspects. Donc bien sûr qu'on s'intéresse énormément à ça. Et en matière d'estime de soi, c'est vrai que pour les croyants, la question de se dire, mais au fond, quel a été le dessein de mon créateur? Pourquoi il m'a créé si inquiet, si insatisfait, si imparfait? Mais vous savez, ça, c'est une très très vieille histoire. En conclusion de mon livre qui s'appelle Imparfaits, libres et heureux, celui sur les pratiques de l'estime de soi, je cite un petit passage de Marc Aurèle. Marc Aurèle, donc, c'est cet empereur romain qui était aussi philosophe et qui écrivait le soir son journal dans sa tente alors qu'il se bagarrait, là, il conduisait des guerres contre les barbares au nord de son empire. Et Marc Aurèle s'interroge sur son âme et il dit, en gros, il dit, mon âme, mais quand seras-tu enfin tranquille, quand seras-tu enfin satisfaite, quand cesseras-tu de toujours vouloir tout ce que tu n'as pas, etc., etc. Donc cette notion d'acceptation de soi et de prière qu'on tourne vers notre Créateur pour tenter de mieux s'accepter, elle est éternelle.